On a autour de la table Luciana Burcheri, qui est entre autres productrice déléguée au Centaur Theatre et régisseur de métier. Est-ce que c'est le terme que tu t'octroies? Stage manager? Oui, bien que malheureusement, j'en fais plus. Mais oui, pendant longtemps, ma carrière principale, c'était d'être stage manager, assistante à la mise en scène et régisseur. Oui. Puis tu as aussi fait de la mise en scène, si je ne Je fais de la m'abuse. mise en scène, je fais aussi de la coordination d'intimité. J'ai écrit un peu, je traduis beaucoup. Les artistes qui ont 12 titres chacun. On aime. On aime. Éric Noël, donc auteur, comédien, haha, selon toi. Si c'est écrit, on va le prendre pour aujourd'hui, mais oui, correct. Metteur en scène, occupe actuellement la présidence du conseil d'administration du CEAD. Aimerais-tu ajouter Non, autre c'est pas mal chose? ça. Pour l'instant. Excellent. Et Nathalie Fontalvo, artiste multidisciplinaire, autrice, comédienne, metteur en scène et autres tâches connexes. Autre tâche connexe. Formidable. Fait que dans le fond, la CT mène depuis l'année dernière une campagne de prévention, en fait une campagne de sensibilisation face au harcèlement qui peut se produire dans le milieu du travail théâtral. Donc l'année dernière, ça portait plus sur la création, disons, de modèles de politique de prévention, formation, guide de traitement des plaintes et tout ça. C'était vraiment en mode sensibilisation à l'enjeu. Puis aujourd'hui, en fait, cette année, sous forme de table ronde, on essaie d'axer la vision davantage sur les bonnes pratiques, de ne pas seulement pointer le problème du doigt, mais de se dire, OK, est-ce qu'il y a des individus, des compagnies, des institutions qui travaillent d'une manière qu'on trouve plus saine, puis qui donnent l'exemple d'une belle façon, puis est-ce qu'on peut ensemble travailler à essayer disons, d'ouvrir cet horizon-là, puis de travailler dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est ludique et franc et motivant, tout ça. Donc, Yeah. oui, vas-y. Yeah. Yes. Donc, ben, j'irai sans plus tarder avec une première question générale pour vous tous. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, inclusion, antidiscrimination, ça veut tout dire et en même temps, ça peut vouloir tout dire. Pour vous, qu'est-ce que le terme évoque, puis comment vous l'appliqueriez si on pense au milieu théâtral? Là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'agir pour l'antidiscrimination en théâtre? Ben, en fait, il faut commencer par se demander c'est quoi la discrimination avant de parler d'antidiscrimination. Donc, la discrimination, c'est quoi? C'est d'ostraciser quelqu'un, des groupes de personnes à cause de leur race, à cause de leur provenance culturelle, à cause de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, etc., etc. Et donc, l'antidiscrimination, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à tous ces gens-là, à accepter les différences de tout le monde parce que c'est des groupes de gens qui sont possiblement qui sont dans la minorité, non dans la majorité. Eh bien, il faut ouvrir les portes à tout le monde et accepter tout le monde pour tels qu'ils sont parce que on est tous des êtres humains. Donc, faire de la place. Faire de la place, c'est des groupes qui sont sous-représentés historiquement et présentement, évidemment. Et donc, ouvrir les portes et faire de la place pour des gens qui viennent de partout. Moi, je ferais du pouce sur ce que tu dis, puis je dirais qu'il y a peut-être aussi une nuance entre, ou en tout cas, je la lis, entre ouverture et antidiscrimination, dans le sens où, pour moi, l'antidiscrimination, c'est comme si ça nécessite des actions. Comme l'ouverture, c'est quelque chose que tu peux avoir à l'intérieur de toi, puis c'est une posture face au monde, mais l'antidiscrimination, ben pour moi, quand je l'entends, ça veut dire, OK, on pose des actions pour que la discrimination cesse. On ne fait pas juste être ouvert à ce qui se passe, on fait aussi en sorte que ça ne se passe plus, mettons. Ouais. Ben, puis je rajouterais peut-être que dans notre milieu, en fait, parce que justement, cette idée-là d'action au niveau de l'antidiscrimination, parce que je pense que tout le monde se dit inclusif, tout le monde se dit ouvert. Mais après ça, souvent, en fait, pour être inclusif, il faut déjà que tu saches qui n'est pas là. Par exemple, autour d'un projet, dans une association. Moi, je suis président d'une association de membres, donc on se pose beaucoup ces questions-là, puisque donc, il y a des membres, donc il y a des non-membres. Fait que c'est facile entre membres de dire, ben non, mais tout le monde, on accueille tout le monde. Fait que je pense que notre milieu a une vraie posture, effectivement, d'action à adopter, plus que de juste
Voilà, fait qu'il y a des mesures, il y a des choses à mettre en place, puis ça doit devenir une valeur aussi d'institution ou d'organisme, puis qu'il y a un plan d'action, en fait, antidiscriminatoire. Là, fait que, oui. Puis dans votre démarche, disons, que ce soit celle d'une institution que vous dirigez ou même votre démarche artistique individuelle, suite aux conversations dont on est de plus en plus témoins, auxquelles on prend part dans les dernières années, sur l'inclusion, mais aussi à ce désir de retrait des standards qui créent des discriminations en tout genre, est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez, disons, porté des changements concrets à votre pratique, que ce soit par rapport à comment vous participez à des projets, comment vous choisissez les projets auxquels vous participez, et autres, là, je veux dire, j'ouvre la question largement, mais... Oui, ben je peux peut-être me lancer. Je commencerai par un de mes deux chapeaux, qui est le chapeau de président du CAD. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis président du CAD, mais avant, j'étais sur le comité exécutif comme à la vice-présidence. Puis quand est arrivé, pendant la pandémie, le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, le CAD a dû se poser... Tout ça est arrivé en même temps, il faut se rappeler. Ouais. On a dû se poser beaucoup des grandes questions parce qu'on s'est retrouvés dans nos ateliers, dans notre membrariat, avec des codes de dénonciation. Et donc là, c'était des gens qui se sentaient plus sécuritaires de travailler avec telle personne. Donc, tu sais, on a concrètement été confrontés à devoir prendre des décisions. Fait que c'est sûr que ça a amené l'association à se positionner, puis je dirais que ça continue. C'est-à-dire que rapidement, il y a des gestes qui ont été posés, tu sais, comme mettre en place un comité d'éthique, une politique contre le harcèlement, tout ça. Donc ça a été fait rapidement. Mais a découlé de ça aussi des nouvelles mesures, je dirais, dans l'ADN de l'association. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est une association de membres. Puis rapidement, ben, la question, ça a été, mais donc, est-ce que tout le monde a de la place? Est-ce que tout le monde est égaux? Est-ce que tout le monde peut être au CEAD? C'était une question. Puis là, c'est une question qu'on se pose très activement. On sort d'un colloque, en fait, où on a fait une grande réflexion, où, pour une des premières fois dans l'histoire de l'organisme, nos activités étaient toutes ouvertes également aux membres et aux non-membres de l'association. C'est long, là, arriver à dire est-ce qu'on change les statuts et règlements d'une association. Mais on se pose quand même ces questions-là en ce moment, justement, à savoir comment on peut ouvrir les portes de l'association plus grand. Fait que je dirais que ça a été concrètement très, très, très présent. Puis nous, en tout cas, ça a été un passage obligé. Mais qui est extrêmement bénéfique, puis je pense qu'il fait entrer l'association dans une modernité aussi. Je pense que c'est une association qui a quand même 60 ans là, bientôt, fait qu'il y a quelque chose de renouveler ça aussi, puis ça passe par je pense que ces questions-là, c'est une occasion, en fait, de réfléchir à l'ADN de nos associations, puis de nos compagnies, puis de voir comment on peut faire différemment les choses. Ben nous, juste pour rajouter à ce que tu dis, aussi, moi, je travaille du côté anglophone, donc je parle de mon point de vue, puis les pratiques que je vais mentionner, c'est vraiment du côté anglophone, c'est des pratiques sectorielles, en fait, qui nous viennent, qui sont faites à l'échelle nationale, c'est à travers le Canada, parce qu'on fait partie, le Centaure fait partie d'une association de producteurs qui s'appelle PACT, qui est le Professional Association of Canadian Theatres. Et on travaille avec l'association d'artistes qui s'appelle Equity, qui est le penchant anglophone de UDA. Et donc, avec la Commission de vérité et réconciliation, vraiment nous apporter un gros changement sectoriel dans le théâtre canadien, anglophone canadien. Et donc, nos associations se sont mises ensemble et vraiment, parce que le théâtre anglophone canadien a été vraiment construit et basé sur des vieux modèles, des vieilles traditions patriarcales qui venaient de l'Europe, eurocentriques. Et donc, on avait beaucoup... il y avait eu une grande... ces traditions-là, il y avait apporté une grande discrimination quand même envers beaucoup de gens, un groupe de gens à travers le temps. Et c'était vraiment le temps de réflexion et puis de voir comment on pouvait arriver à la modernité, comment on pouvait représenter toutes les personnes différentes qui habitent au Canada. Alors, ils ont mis ensemble des pratiques que nous essayons tous de suivre, avec les très bonnes intentions. C'est sûr que c'est des pratiques qui, parfois, ne sont pas toujours possibles. Certaines d'elles ne sont pas toujours possibles parce que programmer une saison théâtrale, on le sait tous, ça a son lot il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte de ça. Mais c'était vraiment une question, oui, de changer les mentalités, mais de changer la programmation aussi, de l'amener vraiment dans tous les aspects de ce qu'on fait au théâtre. Et donc, on a mis en place quand même des actions concrètes. Si vous voulez, je peux les partager avec vous. Bien sûr.
On est là pour ça, je pense. J'ai des notes ici parce qu'encore une fois, comme je vous dis, j'ai dû traduire tout ça parce que je suis habituée de le dire en anglais. Donc, alors, la première chose qu'on a fait, en fait, c'était de reconnaître, parce que c'est ça aussi, c'est beau de dire, ah oui, on met des actions en place, mais il faut reconnaître c'est quoi la source des problèmes, ou reconnaître qu'il y a un problème. Ça, c'était, je pense évidemment, c'est le premier pas. Donc, c'était vraiment de reconnaître qu'il y avait eu exclusion systématique, qu'il y avait eu racisme systématique et tout. Et donc, de remédier à cette exclusion systématique, élargir les opportunités d'engagement pour les artistes qui s'identifient à des groupes historiquement sous-représentés, afin que le théâtre honore et vraiment représente toute la grande diversité de performances, de personnes, d'artistes, de corps, d'identités dans notre société. Et aussi reconnaître que le théâtre au Canada est pratiqué sur les théâtres traditionnels des Premières Nations. Et ça, c'est quelque chose qui était très important, justement parce que ça ressortait beaucoup de la Commission de vérité et réconciliation, et vraiment de reconnaître que nous travaillons et créons sur un territoire, et souvent des territoires non cédés. Et donc, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Et que nous avions, tu sais, que nos institutions, on avait profité des structures coloniales, en fait. Et voilà, il fallait décoloniser. Je ne vais pas rentrer dans la décolonisation des institutions artistiques, parce que moi aussi, je m'y perds un peu là-dedans, mais c'était vraiment de changer les façons de faire et les mentalités et faire de la place. Alors, ça se traduit par des actions concrètes qui sont des opportunités d'engagement égales, du casting inclusif. Et là, quand on parle du casting inclusif, c'est du casting d'artistes qui s'identifient à des groupes qui sont historiquement sous-représentés. Par exemple, des Autochtones, des personnes racisées, qui viennent de la diversité culturelle, des personnes trans, etc., etc. Et dans des rôles où les caractéristiques des personnages ne sont pas nécessairement prescrites. Donc, c'est un personnage X qui pourrait être n'importe qui, bien, de donner la chance à des artistes qui ont été sous-représentés, de les inclure dans ces castings-là. L'intégrité culturelle dans le casting, dont le théâtre doit faire de son mieux pour auditionner, avant tout. La première étape, c'est les auditions. Et d'engager des artistes d'origine ou d'identité appropriée qui peuvent apporter leur identité, leur histoire et leurs expériences au processus de création. Engagement inclusif, non seulement sur scène, non seulement pour les artistes qu'on voit sur nos scènes, mais aussi pour les techniciens, pour les concepteurs, pour les équipes de création. Quelque chose de très important à quoi j'adhère beaucoup, c'est la consultation et collaboration respectueuse. Donc, lorsqu'une production traite d'un contenu ou de personnage spécifique à une identité qui est en dehors de l'expérience des créateurs, de faire venir des gens, d'avoir des collaborateurs qu'on peut consulter pour avoir l'information véridique et authentique à apporter à la création. Donc, et des représentations respectueuses, discussions transparentes avec les artistes concernant l'utilisation, le traitement de leur identité, afin d'assurer un consentement continu. Consultation active avec les artistes concernant les besoins en matière de coiffure, de costumes, d'accessoires, parce que c'est très important. C'est quelque chose qu'on pense peut être banal, mais par exemple, une personne haïtienne a une certaine couleur de peau qui a besoin d'un certain maquillage, des produits spécifiques pour les cheveux. Il faut respecter ça. Il ne faut pas juste balayer ça en dessous de la table et dire, ben là, elle va prendre le gel à cheveux, que tout le monde a le gel à cheveux. Non, c'est des produits spécifiques pour ces cheveux spécifiques. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Ça, c'est un petit exemple niaiseux, mais des exemples plus importants. Par exemple, lorsque le contenu d'une production traite de questions de violence ou de traumatisme ou de groupes culturels qui ont été opprimés, ou lorsqu'il est raisonnablement prévu que l'identité individuelle de l'artiste peut recouper ou renforcer des stéréotypes nuisibles ou dégradants. Alors, le théâtre est encouragé à offrir et à fournir toutes les informations possibles sur le concept ou le contexte de la production à l'artiste. Donc, si on traite d'une histoire, par exemple, sur les écoles, les résidences autochtones, donc, c'est très important de partager avec les artistes, si on a des artistes autochtones, et j'espère qu'il y aurait des artistes autochtones dans la production, Seigneur, de vraiment partager la vision et comment on va aborder ces sujets très délicats et traumatisants avec l'artiste.
Et non juste de dire, ben non, moi je suis le metteur en scène, j'ai ma liberté. Oui, il y a la liberté d'expression, ça l'enlève. Tout ce que je dis là, ça n'enlève absolument rien à la liberté d'expression. Mais c'est juste de pouvoir encourager une communication ouverte, où ce qui est du consentement, où ce que les artistes ne se sentent pas lésés, les artistes se sentent respectés. Voilà. Ça, c'est quelques-unes des mesures. Et ça, comme j'ai dit, c'est vraiment entre l'Association des producteurs et des artistes qu'on en est venu à encourager ces actions-là. Et ensuite, nous, le Centaure, on a fait d'autres démarches que je peux parler plus tard, je peux partager plus tard aussi. Tout à fait. Et pour vrai, je vous entends, puis j'ai la chair de poule. C'est comme... C'est très étrange. Ben déjà, moi, je ne représente aucune institution. Je me représente moi-même aujourd'hui. Puis je suis comme la seule artiste de Québec. Puis c'est comme si vous étiez, je ne sais pas, à des années, ben, sur une autre planète. C'est pas comme ça que les choses se passent à Québec. Là, c'est vraiment... Puis je dis pas qu'on fait pas d'avancement, là, mais juste quand Lorraine m'a invitée, je lui ai posé la question, est-ce qu'on part du principe qu'on a un problème? Ou parce que si on est rendu à parler de solutions, il faudrait peut-être statuer sur le fait qu'il y a un problème. Puis Lorraine m'a dit, mais oui. Puis j'étais comme, mais pour moi, je suis une artiste racisée à Québec, puis c'est pas évident qu'on part de ces principes-là. Ceci dit, ça veut pas dire, je travaille, j'ai fait c'est pas ça que je veux dire, mais juste là, toutes ces choses-là que tu nommes, c'est comme, moi, je suis comme, oh my God, c'est la première fois que quelqu'un d'autre que moi dit des choses comme ça, tu es autour d'une table, que c'est pas à moi de dire ça. Ouais, mais attends, il faudrait peut-être reconnaître que ben ouais, mais attends, mais c'est juste ce que tu dis sur les cheveux, ou c'est des exemples, comme tu dis, qui sont niaiseux, mais qui font toute une différence. Genre, les bas de nylon, j'ai travaillé dans une production l'année passée, puis évidemment, tu veux pas être la personne qui dit à la costumière, ouais, mais peut-être que... C'est la même couleur de bas de nylon. Ouais. C'est des petites choses. En tout cas, bref, mais pour vrai, je suis full émue et bouleversée comme de vous entendre, puis d'entendre que tout ça existe. Déjà, je suis comme, mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on le fait pas, nous aussi? En tout cas, bref. Par rapport à moi, j'ai le goût de dire, j'ai fini le conservatoire il y a 4 ans. Puis, il y a 2 ans, on m'a approché de Québec solidaire pour que je fasse partie d'un comité. Et j'étais comme, ah, c'est cool. Il m'a dit, oui, c'est parce que vous êtes comme une artiste engagée, antiraciste. Puis j'étais comme, ah. Je savais pas comme dans ma démarche, j'avais pas comme j'avais toujours une démarche féministe, mais j'avais pas comme catché que je faisais aussi des démarches antiracistes. Puis à ce moment-là, en parlant avec cette personne-là qui m'a approchée, je fais comme, ah, je comprends. C'est comme si juste du fait que je traite des enjeux qui me touchent moi, c'est ça que je fais. Je me suis pas dit, ah, je veux voir c'est quoi une démarche. C'est des enjeux qui me touchent moi, les choses que j'écris, les projets dans lesquels j'évolue, les projets dans lesquels je décide d'être, la parole que je prends dans ce projet-là. C'est juste parce que ça part de ma perspective en moi, donc ça devient antiraciste comme du fait même. Puis là, à partir de ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait comme, OK, c'est ça qui se passe. Donc, comme quand je prends la parole, ça a comme un impact qui est différent que quand c'est une femme blanche, mettons, qui prendrait la parole pour parler des mêmes sujets. Du fait que je suis une femme racisée, ça devient comme antiraciste. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai décidé aussi de comme embrasser ça, puis comme plus le faire de manière consciente, ce que je faisais de manière inconsciente. Et c'est ça, mais j'ai pas d'institution dans laquelle j'ai mis en œuvre des choses, mais c'est vraiment aussi, je dirais, les personnes avec qui je collabore. Avant, c'était vraiment parce que c'était aussi les personnes avec qui j'avais envie de collaborer, parce que c'était les démarches artistiques qui me touchaient plus. Puis souvent, c'est des personnes soit racisées, soit c'est des femmes, soit des personnes qui n'ont pas fait de le conservatoire, mais qui ont plus fait de l'Université Laval ou qui ont fait de... Fait que, mais c'était pas dans une envie d'échanger des choses, c'était parce que c'est réellement ça qui m'attirait le plus comme collaboration artistique. Puis ça, maintenant, je l'ai fait plus de façon comme consciente en me disant, OK, là, si j'ai tel projet, c'est qui que j'ai autour de la table? Puis de manière quasiment... C'est comme si mon statu quo est déjà à la base un statu quo dans lequel il y a beaucoup d'inclusion autour des tables de mes projets, mais j'ai fait quand même
je l'ai fait quand même exprès de faire comme, OK, mais est-ce que j'ai pensé à des personnes de la diversité sociale, par exemple? Ça, c'est quelque chose que j'y pense moins souvent dans mes projets. Fait que là, est-ce que dans ces projets, ça fitterait d'approcher soit un concepteur ou soit un interprète de la diversité sociale? Fait que je dirais que c'est un peu ça pour moi. Merci. Mais je rebondis sur quelque chose que tu as nommé tantôt aussi, de dire que tu veux pas être la personne, disons, qui va parler à la costumière puis qui dit « Ah, excusez, c'est parce que peut-être que le collant n'est pas... » Puis ça peut être dur, en effet, dépendamment du poste qu'on occupe, mais même parce que c'est un milieu humain puis qu'il y a comme une espèce de fragilité là-dedans. Ça peut être dur de se sentir valide quand on a l'impression de vivre une certaine discrimination ou qu'on en est témoin. Est-ce que vous avez réfléchi à ça en termes de, que ce soit dans vos institutions ou dans ta pratique personnelle, comment créer un espace qui permettrait vraiment à une personne de se sentir à l'aise de nommer, créer une parole décomplexée pour nommer quand ils ont vu quelque chose ou s'ils ont l'impression de la vivre, sans avoir l'impression que ça va être quelque chose qui va comme être retenu contre eux par la suite ou qui vont avoir l'air de l'artiste compliqué ou de l'artiste difficile. Puis si vous pensez qu'on n'est pas rendu à avoir créé cet espace-là, est-ce qu'il y en a un que vous visualisez? Êtes-vous capable de rêver d'un espace comme ça? Ben... en fait, déjà, il y a des choses vraiment simples qu'on peut faire. Là. Mettons, dans le cadre d'une institution, d'une compagnie de théâtre, de spectacle, nous, au CEAD, mettons, avant chaque atelier, il y a une vidéo qu'on présente, où on présente notre comité éthique, on explique c'est quoi la discrimination, on explique que si jamais il arrive quoi que ce soit dans l'atelier, que ce soit atelier, parrainage, bref, toutes les activités au CEAD où des gens sont engagés pour travailler sur un texte ou peu importe, là, on fait des ateliers dramaturgiques majoritairement, donc des répétitions de lecture. Donc, dès qu'il y a des comédiens, des metteurs en scène, d'autres artistes qui arrivent au CEAD, tout le monde voit cette vidéo-là, fait que c'est qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les ressources de l'organisme. Parce que c'est beau de les avoir, mais ils sont sur notre site web, mais c'est ça, c'est pas suffisant. Là. Fait qu'il y a comme il y a un pas, je pense, à faire là. Après, là où pour moi on est dans les zones grises dans notre milieu, c'est que, on le sait, c'est des... Puis il y a même une question là, qui parle des familles. C'est des familles de création, c'est une famille qui se crée pour un show. Fait que ça bouge tout le temps. Souvent, on répète dans des locales loués. On n'est pas dans une institution toujours. On n'est pas toujours encadré par quelque chose. C'est pas... Fait qu'après ça, il y a effectivement tout un travail individuel à faire, mais qui se fait. Moi, je sais que... On parlera peut-être un peu du projet sur lequel je travaille en ce moment, mais moi, je commence toutes les répétitions en demandant aux gens comment tu arrives aujourd'hui, comment ça va, qu'est-ce qui t'est. Puis je prends un temps, puis ça fait partie du temps de répétition, d'accueillir la personne, puis de juste voir déjà, c'est quoi aujourd'hui, puis des fois, c'est surprenant comment déjà les gens ont besoin de juste prendre 2 minutes pour dire, hey, il est peut-être arrivé quelque chose aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose, surtout, bon. Puis après, juste le fait de l'avoir nommé, met tout le monde dans un état d'esprit qui est beaucoup plus facile pour travailler, puis et qui crée un climat de confiance où on va se nommer des choses puis dire des choses. Puis ça, je le fais dans le début des répétitions, mais aussi dans les premières rencontres de projet. Quand on engage quelqu'un, quand on commence à travailler avec quelqu'un, moi, c'était sur un texte. Fait que tout de suite, j'ai demandé aux acteurs, aux actrices, j'ai dit, est-ce qu'il y a dans le texte quelque chose qui déjà, ça t'a sonné des cloches, puis t'as fait, y a-tu un inconfort, y a-tu des choses pour toi qui penses qui... Puis je leur dis là, puis souvent, évidemment, quand tu les engages puis que c'est la première rencontre, ils vont pas te le dire là. Non. Parce qu'ils vont dire, mais ils veulent pas que... Fait que je prends le soin de leur dire, écoute, là, peut-être que ça sort pas maintenant, mais je veux juste te dire que si jamais il y a un inconfort... c'est sûr que là, c'est des trucs très personnels, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver, puis je pense que c'est important qu'on en parle justement, puis parce que c'est quelque chose qui doit devenir un peu une façon de faire, puis un climat à installer. Puis on reviendra un peu sur la notion de famille, parce que, en tout cas, je me pose beaucoup de questions sur justement, quand on dit qu'on a des familles de création, ça veut forcément dire que
c'est des gens qui nous ressemblent souvent, notre famille. C'est comme Mais ça le pire, qu'on... c'est que dans ma c'est question, souvent je comme ça parlais qu'on le- littéralement d'une famille, comme d'une Ah oui, OK, d'un OK. d'un noyau Mais familial. c'est ça, mais c'est parce que sang- souvent on de dit que c'est sang. notre famille de création. Là. Puis souvent, en tout cas, c'est une notion qui est amenée Ouais. pour moi aussi à évoluer, mais on pourrait y Oui, revenir peut-être. mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Tout à fait, on reviendra là-dessus. Mais ma question, je parlais littéralement d'une Oui, famille oui, de oui. sang. Mais moi, si Mais- je peux rajouter, Eric, c'est super ce que tu as dit. À 100 d'accord. Nous, on le fait de plus en plus. Ça, on le fait à la première journée de répétition à tous les projets. On parle de toutes les ressources que nous avons, anti-harcèlement, anti-discrimination, tout ça. On lit un statement qu'on a fait par rapport à ça. On s'assure que tout le monde sache où aller si jamais il y a un pépin. Et puis, par la suite, quelque chose qui s'est développé dans les dernières années, puis encore une fois, je pense que ça vient un petit peu du rock, du reste du Canada, parce que je l'ai vu beaucoup avec des metteurs en scène qui venaient de Toronto, par exemple, c'est qu'ils font le premier jour dans l'après-midi, quand c'est juste le comédien, le metteur en scène ou la metteur en scène avec les comédiens, ils font un room agreement, donc un accord de salle de répétition. Un peu comme tu disais, donc pour vraiment favoriser un climat super respectueux et d'échange et très... vraiment, où les gens se sentent vraiment confortables de partager des choses. Et donc, ensemble, ils décident d'un accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas dans la salle de répète? Ça peut être aussi simple que dire, là, les cellulaires, non, on laisse ça dans le salon vert, dans le fond de la sacoche. Ça peut être un exemple. Mais c'est aussi... c'est quoi tes pronoms d'usage? C'est parce que c'est très important pour nous qu'on utilise les bons pronoms pour chacun. Alors, oui, tous les jours avant de commencer, un check-in. OK, comment ça va tout le monde aujourd'hui? Moi, j'ai mal dormi, je suis désolée, ça va me prendre 4 cafés avant que je sois en forme, je vous le dis tout de suite. Ces affaires comme ça, on se partage des choses. Et puis aussi des choses par rapport, évidemment, à la pièce, à la nature de la pièce, des personnages, tout ça. S'il y a des affaires un peu difficiles, s'il y a des affaires qui traitent de choses de violence, par exemple, ou n'importe quoi, des affaires plus complexes, bien là, on en parle ouvertement, dire, OK, est-ce qu'il y a des inconforts par rapport au texte? Est-ce qu'il y a des inconforts par rapport à certaines choses? Est-ce qu'il y a des inconforts physiques? Est-ce que vous avez des limites que vous voulez poser? Puis, c'est pas obligé d'être posé aujourd'hui, la première journée, mais au fur et à mesure, sachez que la porte est ouverte à ce que vous puissiez dire, je suis désolée, j'ai atteint ma limite, ça, je peux pas faire ça. Qu'elle soit émotive, intellectuelle ou physique même. T'sais, moi, je peux pas soulever une table, n'importe quoi. Ça peut aller vraiment du petit rien ridicule à quelque chose de vraiment important. Et tout ce partage-là fait en sorte que, justement, comme Eric disait, bien, ça favorise vraiment un climat de confort. Puis les gens, quand il y a des vrais pépins qui arrivent ou des débuts de pépins, ils se sentent à l'aise de pouvoir les partager. Et s'ils ne se sentent pas à l'aise de pouvoir le partager avec le metteur en scène ou avec leurs collègues, il y a toujours, moi je l'ai fait pendant 25 ans, en tant que stage manager, en tant qu'assistante à la mise en scène, j'ai toujours été la personne désignée pour régler, pour que les gens viennent me voir, parce que j'étais vraiment la personne centrale qui était le bras droit de la metteur en scène, du metteur en scène, et qui m'occupait beaucoup des comédiens. Et donc, les comédiens pouvaient toujours venir me voir, me dire, écoute, je suis pas à l'aise avec ça, il y a un problème. Et moi, j'allais voir la bonne personne à qui, pour régler le problème et tout. Donc, oui, c'est ça, room agreements. Je trouve ça super génial parce que vraiment, c'est quelque chose qui est récent. Ça fait quelques années qu'on a ça. Bien, c'est le fun. Moi, dans mes projets, moi, je fais ça aussi, des tours de table sur comment on va, soit en début de répétition, soit à la fin de répétition, comment on quitte la salle de répétition. Puis ça fait aussi partie du temps. Genre, je prends 3h30 au lieu de 3 heures, puis ça fait partie du temps de répétition. Et j'ai vraiment le feeling, quand j'ai pensé à cette question-là, que c'est comme si il y a comme les lois, dans une société, on a comme les lois, les politiques, après ça, la manière dont on les applique. J'ai vraiment comme l'impression qu'il n'y a aucune loi qui va nous permettre d'avoir des environnements où on se sent en sécurité, ou de safe space, où c'est vraiment comme des pratiques comme ça. Il faut le faire un projet à la fois, une personne à la fois. Il faut comme établir cette confiance-là. J'ai comme l'impression qu'au niveau macro, il y a des choses qui doivent être faites, des mesures qui doivent être prises, mais ces genres d'environnements dans lesquels on sent qu'on peut exprimer nos inconforts, puis tout ça,
il y a aucune mesure macro, je pense, qu'on peut prendre. C'est vraiment une question d'humain à humain. Puis c'est ça, je pense que c'est avec des petits gestes comme ça qu'on peut arriver à avoir comme un climat de confiance où on sent que je peux dire ça. Si je ne peux pas le dire, il y a au moins une personne à qui je sais que si je m'adresse à cette personne-là, c'est chill. Mais c'est ça. C'est ça que je pense de ça. Je ferais peut-être juste une petite virgule à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'entends, pour avoir travaillé avec des metteurs en scène ou qui sont des fois impatients face à ce genre de discours-là qu'on tient et qui y a souvent un soupir, là, genre... mais non, mais vraiment, on l'entend sonore, puis c'est « Ah, mais là, c'est donc compliqué, les sensibilités de tout le monde. » Puis là, tu vois. Mais je le nomme parce que c'est très présent. Puis, tu sais, qui trouve que derrière cette idée de demander les limites de tout le monde, puis tout ça, que c'est de la sensiblerie, puis que, mon Dieu, la nouvelle génération, on est donc sensible, on a donc des limites, puis tout ça. C'est pas vrai. En fait, la différence, c'est que quand on demande à quelqu'un quelles sont ses limites, mais d'abord, il va te les nommer, tu vas créer un climat de confiance, et en fait, il va être capable d'aller des fois beaucoup plus loin en lui-même s'il est dans ce climat-là, puis il va pouvoir vraiment plus, comme metteur en scène, mettons, donner l'intensité émotive que tu as besoin, la charge que tu veux parce qu'il se sent à l'aise. Alors que les metteurs en scène qui ont une autre approche qui est très autoritaire, puis qui est très « non, tu fais ça, puis c'est ça, il faut y aller, puis le texte demande ça, puis c'est ça le théâtre, on souffre, tu sais. » Puis là, t'es comme... Puis en fait, ces gens-là vont souvent se retrouver à critiquer les comédiens, à dire « Ah, mais non, il n'a pas été capable, il n'est pas allé au bout. Ils ont pas... » Puis en fait, tu entends souvent du négatif, puis ils vont dire que certains acteurs ne sont pas capables, puis tout ça, mais en fait, puis si un autre metteur en scène travaille avec cet acteur-là, au contraire, on est capable d'aller chercher, tout simplement parce qu'il y a de la confiance, donc il peut avoir de l'abandon. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin avec les interprètes, puis avec tout le monde, en fait. Tout le monde peut se donner beaucoup plus. Et en fait, on réussit des fois à aller, justement, tu sais, moi, les shows que j'ai vus sur des enjeux, des fois, là, les plus wild, difficiles, durs, des shows, là, tu sais, sombres, compliqués. Puis après ça, tu fais, mais comment ils sont allés là? Puis comme spectateur, nous, on est très remués. Puis après ça, tu parles à l'équipe de comédiens, comédiennes, puis tu te rends compte, justement, qu'il y avait une vraie écoute, une vraie présence, puis un vrai confort dans la création. Puis ils sont complètement, eux autres, là, au contraire, sont très à l'aise parce qu'ils ont discuté, puis ils sont allés là en pleine connaissance de cause, puis heureux d'y aller et non pas forcés d'y aller. Puis sans compter qu'on peut forcer quelqu'un à y aller, mais il y a vraiment beaucoup... Moi, hier, j'ai eu une répétition avec un acteur qui sortait d'un tournage de film, puis il dit « Je suis traumatisé, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait un plateau, puis j'avais peur de venir en répétition aujourd'hui. C'est une première répétition avec notre projet. Puis il dit, ben là, j'avais peur de venir parce que là, je retournais jouer depuis la première fois que ça s'est passé. Puis c'est un acteur formidable qui joue beaucoup, là, tu sais. Mais voilà, climat toxique, pas d'écoute, autoritaire. Puis là, on s'est assis. Fait que, on a pris le temps qu'il faut pour être capable. Puis je lui ai dit, hey, si t'es pas capable de répéter aujourd'hui, on trouve une solution. Tu sais. Puis finalement, il a fait, ben non. Puis au contraire, puis ça s'est super bien passé parce qu'il m'a remercié à la fin. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Parce qu'il a fait « Ah, OK, j'avais peur, j'arrivais avec des appréhensions. » Fait que si tu arrives puis que tu forces, c'est sûr que ça casse, ça marche pas. Fait que cet espace-là, il est vraiment important, je pense. Oui, puis j'ai le goût d'ajouter qu'il n'y a pas juste ces metteurs en scène-là, il y a aussi des comédiens comme ça. Comme, souvent, comme c'est toute cette question-là de mettre des limites ou de faire des tours de table, savoir comment on va et tout. Moi, ça va plus facilement avec mes collègues de ma génération et tout. Quand la première fois que je travaillais avec des personnes qui ont plus de métiers, mettons, ben il y avait une des personnes qui nous a dit, moi, j'ai pas envie de parler de comment je vais là. Il était comme, OK, mais c'est correct, t'es pas obligé d'en parler, mais nous, on va continuer à parler, nous, mais t'es pas obligé d'en parler. Fait que il y a peut-être une question générationnelle là-dedans, c'est pas juste les metteurs en scène, c'est comme, il y a aussi des acteurs et des actrices qui sont habitués aussi. Ouais. Et je me souviens d'avoir parlé avec cette personne-là, puis cette personne-là disait, ouais, mais c'est parce que je viens ici pour travailler, pas pour parler de comment je vais. Oui, mais c'est comme comprendre que dans cette philosophie-là, ça fait partie du travail aussi, de savoir comment on va tout le monde ensemble, les groupes, en tout cas. Oui, parce que aussi le théâtre, il ne faut pas oublier, tu sais, le mot répétition. On répète des choses. On va dans des coins sombres, comme tu dis. Et ça doit être
fait de façon saine pour que ça soit répétable. Une fois qu'on est en... il y a c'est sûr qu'il y a la phase répétition, mais ensuite, il y a les spectacles. Il faut que soir après soir, les comédiens puissent aller dans ces zones-là de façon émotivement sécuritaire. Et donc, si le travail a été bien fait en amont, ils peuvent avoir un super... tu sais, les personnages, la pièce peut avoir une trajectoire magnifique, mais si le comédien, l'acteur souffre soir après soir, parce que certaines scènes qui ont été mal mises ensemble, qui ont été mal, tu sais, puis qui est perdu là-dedans, qui se sent pas bien là-dedans, ça se voit. Même si le public sait pas ce qui se passe, peut pas voir exactement ce qui se passe, mais ça se sent que ça se traduit, ça, pour un public peut voir que il y a quelque chose qui ça passe pas, tu sais, quelque chose que j'y crois pas ou je sais pas, tu sais. C'est comme les scènes d'intimité. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que ça rentre un peu aussi dans notre sujet. Tu sais, c'est une nouvelle discipline qui existe depuis quelques années. J'ai été assez privilégiée de suivre des cours par des fondatrices de cette discipline-là, des Américaines. Et puis, c'est la même chose, l'intimité. Avant, c'était « OK, ben là, vous allez frencher, puis c'est ça. » Puis, non, c'est pas ça. C'est des gestes qui sont quand même extrêmement personnels, extrêmement intimes. Et donc, il faut prendre le temps de bien faire ça et de le faire en amont aussi. Il y a toute une préparation qui se fait avant d'arriver à que l'élève se touche, par exemple. Et il faut faire... Il faut mettre les gens en confiance, il faut leur demander leurs limites, il faut demander où les zones de confort et inconfort, parce qu'au bout de la ligne, c'est le résultat qui en souffre ou qui est bon ou qui n'est pas bon. Parce que c'est ça, en bout de ligne. C'est le processus, puis le processus, il faut qu'il soit hyper positif pour avoir un super résultat fort. T'sais. Si le comédien se fait chier tout le long, il n'est pas heureux de cette scène-là, et soir après soir, il doit la répéter, cette maudite scène-là, puis... on va le voir que quelque chose ne passe pas, que la chimie ne passe pas entre les deux personnages. Tu sais. À quel coût humain doit-on faire de l'art? Hein? Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi. Puis je pense qu'on est rendu à une place où c'est plus... il y a pas de coût. Il y a un coût humain pour être comme artiste dès le départ. Il y a un coût humain. Mais je veux dire, il y a un coût. Mais souffrir pour notre race, je veux dire, c'est old school. Tu sais, c'est de la vieille école. Parce que les résultats, et puis parce que c'est tellement beaucoup plus plaisant et positif de travailler dans cette nouvelle façon de faire dont nous sommes en train de décrire. Et il faut qu'en bout de ligne, c'est ça, il faut que le comédien, soir après soir, puisse répéter telle scène ou telle scène, que ce soit un baiser, que ce soit un viol, que ce soit n'importe quoi, et il doit se sentir protégé. Pour qu'à la fin de la soirée, il fait « check out », je m'en vais à la maison et je ne ramène pas ça à la maison. Voilà. Puis, j'ai le goût d'ajouter que ce qu'on est en train de dire, ça s'applique à n'importe quel comédienne, pour juste créer un environnement dans lequel on se sent en sécurité puis qui est sain. Ça s'applique aussi pour les groupes visés par la discrimination, c'est-à-dire on n'est pas des personnes extraterrestres, c'est exactement le même principe qui s'applique pour faire en sorte que tout le monde se sent en confiance puis à l'aise et en sécurité. C'est exactement le même type d'environnement qu'on aurait besoin pour parler de mon affaire débat ou c'est exactement le même. Je pense que ça s'applique à... C'est comme une posture qui permet d'avoir ce type d'environnement pour tout le monde. Oui. J'en profite aussi pour mentionner que ça s'applique aussi aux techniciens, puis aux scénographes, puis tous les autres postes dans une production. C'est-à-dire qu'une personne dédiée au costume a tout à fait le droit aussi d'avoir ses limites par rapport à c'est quoi la chorégraphie de la pose des micros, c'est quoi la proximité que je vais avoir avec les interprètes, c'est quoi... Je veux dire, après ça, dans tous les postes, juste préciser que, tu sais, des fois, entre interprètes, on dirait qu'on parle comme des interprètes, mais que c'est quelque chose qui s'applique plus largement aux autres postes dans une prod. Nat, j'ai envie de t'entendre parce que tu promouvois le théâtre, la méthode horizontale de création. Puis j'aimerais ça t'entendre sur ce que tu entends par là plus largement. Puis d'où t'es venu ce désir? Qu'est-ce que tu penses que ça permet? En fait,
je travaille de façon horizontale en création, mais c'est pas une méthode en particulier. Et à chaque projet, ça s'ajuste de façon différente, mais il y a toujours l'idée de l'horizontalité là-dedans. Je pense que ça me vient vraiment d'abord, je crois énormément à l'intelligence collective, puis je crois pas, ça existe des génies, ça existe pour vrai, puis on en a connu dans l'histoire de l'humanité des génies, mais je crois pas au génie, puis donc pour moi, de travailler de façon horizontale, c'est une façon de promouvoir cette intelligence collective-là, puis de faire en sorte que ça circule plus fluidement. Les idées circulent dans tous les sens. Donc, c'est pas juste quelque chose qui vient d'en haut, mais qui va vraiment dans tous les sens. Et incluant aussi les interprètes. Et pour moi, l'interprète est aussi un créateur. Peut-être en partie aussi de la formation à Québec, c'est ça aussi. On est des comédiens créateurs. Fait que pour moi, il n'y a pas comme le metteur en scène d'un côté qui a tous les pouvoirs, puis l'interprète qui est dépossédé, puis sa zone de création se limite à savoir à l'intérieur de ce que le metteur en scène lui dit, comment je peux être créatif. Moi, je ne crois pas tant à ça non plus. mais je comprends que ça existe, puis qu'il y a des personnes qui travaillent comme ça, puis que ça donne des beaux projets aussi. Mais moi, j'aime pas ça travailler comme ça. Donc, je préfère travailler ce que j'appelle de façon horizontale, c'est parce que les décisions sont prises de façon dans un organigramme classique, c'est ça. On a une pyramide. Puis moi, j'essaie toujours que dans tous mes projets, que ce soit le moins possible comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a toujours une personne qui doit prendre une décision. Puis souvent, c'est par rapport à son poste de travail. Comme, mettons, la scénographe prend la décision sur sa scénographie, la décision finale, mais on peut tout. Dans une rencontre de production, la personne qui fait la musique peut parler de la scénographie, puis un comédien peut aussi avoir une idée de scéno, puis c'est pas comme « Mon Dieu, il parle des scénos ». Un peu dans ce sens-là, le travail horizontal. Puis à la base, je pense que je partais pas du principe quand j'ai commencé parce que c'est meilleur que le vertical, ou peu importe ou comment on veut l'appeler, c'est parce que c'est ce qui répond à mes besoins. Moi, j'aime pas ça travailler comme ça. J'ai peut-être un problème avec l'autorité, je sais pas. Donc, j'essayais toujours de créer des environnements de travail qui étaient les environnements de travail dans lesquels moi, j'aimerais travailler, donc que ce soit la même chose pour les autres. Donc, je suis partie vraiment de ces principes-là. Et j'ai fait différents niveaux de création collective. Donc, la création collective pure vient avec beaucoup de défis. Parfois, ça ne me tente pas. Mais mettons, comme le travail qu'on a fait avec Titre, c'était génial parce que c'était comme de la création collective, mais il y avait quand même Christian qui a fait une coordination qui nous permettait aussi, à un moment donné, il prend une décision puis on la suit. Donc ça, c'est les genres d'environnement que j'aime créer ou dans lesquels j'aime aussi participer. Parce que parfois, quand c'est 100% collectif, c'est difficile d'avancer. Mais c'est le fun si on a un temps infini aussi, là. Mais c'est rare qu'on ait un temps infini. C'est un peu rare. L'infinité, en général, est comme dure à cerner. Donc, pour moi, ça vient d'être là. Puis après, une fois que j'ai réfléchi à ma pratique puis à ma démarche, je pense que la plus-value, c'est vraiment la pluralité. Puis ça, c'est quelque chose de très nice, là. On a, dans 2 semaines, les rendez-vous de la pluralité à Québec. C'est la première fois qu'on va voir ça à Québec. C'est une initiative de la Table Théâtre. Puis, c'est comme 3 journées où on va réfléchir à la pluralité de façon générale. Je sais qu'à Montréal, il y en avait eu les Journées de la diversité il y a comme 2-3 ans. Nous, on va en avoir ici à Québec dans 2 semaines. Puis j'ai réfléchi ça en parlant avec les gens. C'est comme, moi, la pluralité, c'est pas juste un concept, une mode. Si ça n'existe pas, je n'existe pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ouverture puis de possibilités d'une société plurielle, moi, je suis pas là. C'est vraiment comme... Fait que pour moi, c'est comme une approche de vie. Puis je pense que de travailler de façon horizontale, ça rajoute aux possibilités de pluralité dans un projet, de pluralité de points de vue, de pluralité aussi comme émotifs, de pluralité culturelle même, pas juste en termes ethnoculturels, mais aussi chaque personne a sa propre culture de travail, sa propre façon d'approcher les choses, puis d'ouvrir ça pour que tout le monde puisse apporter. Bien, pour moi, ça c'est synonyme de richesse
cette chose-là qui est comme plus vaste qu'un seul point de vue qu'on suit toutes parce qu'on s'est dit, cette personne-là, on suit son génie et donc on travaille pour elle ou pour lui. Ça donne d'autres choses, mais moi, je préfère. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ça, la façon... Attends, je vais reformuler je vais faire une phrase. Je vais faire une phrase qui a du bon sens. Tu as participé à divers projets, puis tu sais, je dis pas que tout ton CV n'est composé que de ça, mais tu as participé à des recueils littéraires comme autrice, comme Épiderme, Cosmogonie, Les Corps, où vous avez comme chacun votre chapitre, si on peut dire, dans le titre de travail, qui est un spectacle qu'on a joué ici même au Périscope, création de carte blanche, où on était toutes autrices de tableaux mis ensemble pour créer une œuvre. Tu as coécrit, ça, on sentait déjà la dynamite, qui a été présentée à Premier Acte l'an dernier. Ouais. L'an dernier, avec Charlie. Bonjour. Ben oui, donc, j'ai l'impression que ton CV est quand même truffé de ces projets à plusieurs voix. Ça semble être quelque chose d'assez fondamental. It's a real thing. Non, oui, c'est vrai. C'est comme... Puis, évidemment, plus t'en fais, plus les gens savent que t'en fais, fait que ça s'alimente aussi, non? Mais c'était le début des choses. Le premier projet professionnel que j'ai fait, c'était .s avec les reines. Puis c'était une idée que j'avais. Puis mon idée, c'était, hey, on se met tout ensemble, puis on réfléchit aux femmes et au pouvoir. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu fais pas la mise en scène? Je dis, ben non, faisons-la tout le monde ensemble. Genre comme, c'est vraiment une... je pense que c'est quelque chose qui vient de ma personnalité. Puis maintenant, c'est dans mon ADN créatif. Je trouve beaucoup je trouve beaucoup d'accomplissements à travailler avec d'autres personnes. Je sens qu'on va toujours plus loin. Puis comme souvent, je suis dans des thématiques comme en lien avec mon identité des femmes, des personnes racisées, mon identité d'immigrantes et tout. Je ne dis pas que c'est plus pertinent pour cette thématique-là, mais pour moi, c'est le genre de thématique où on a besoin d'une multiplicité de voix. Je veux juste parler de moi, mon histoire à moi, puis mon point de vue à moi. Je trouve que ça enlève de la fertilité, de la richesse à ces genres de thématiques. Alors souvent, ça vient aussi avec le type de projet qu'on fait, dans lesquels je participe, qu'on m'invite ou que je starte. C'est comme si je me dis, pour l'instant, j'ai pas... Non, c'est pas vrai, j'ai un projet de roman que j'écris tout seul. Mais sinon, souvent, je suis comme, c'est ça le projet. Ben, je pense tout de suite à d'autres personnes avec qui j'aimerais collaborer pour le faire. Oui, fait que la pluralité n'est pas seulement dans le milieu, mais comme au sein même des projets. Oui, vraiment. Oui, quelque chose. Ben, merci. Merci à toi. J'ai rebondi sur toi, Éric. Tantôt, t'es passé vite sur ce sur quoi tu travailles en ce moment. Est-ce que on parle bien de ce que tu vas faire au Théâtre Denise Pelletier l'an prochain? C'est ça que tu as commencé à... Oui. L'amour looks something like you, où chaque soir, différentes interprètes issus de la communauté LGBTQ+. Est-ce que c'est correct que je le réduise à cette quantité? Donc, c'est ça, un artiste différente va donner corps et voix à la représentation, au contenu du spectacle. À quel besoin tu réponds à travers cette approche, à travers cette proposition-là multiple, que ce soit comme un besoin personnel ou collectif ou même institutionnel? Oui. Bien, il y a plein de choses que tu as dites qui me parlent beaucoup, beaucoup. Puis je revenais sur, c'est drôle, on parlait du mot antidiscrimination tantôt, puis là, on a parlé beaucoup de pouvoir. Puis forcément, la personne qui a le pouvoir de discriminer. C'est-à-dire que, pour moi, c'est tout lié ensemble. Ces questions-là de qui dirige, comment on dirige, comment les créations sont organisées, tout ça rejoignent pour moi les questions de discrimination. Puis je vais même aller plus loin, mais toutes les questions qu'on s'est posées pendant la pandémie sur la charge de travail, comment on travaille, est-ce que notre fonctionnement marche? Pour moi, c'est tout interrelié parce que si on travaille autant, c'est parce qu'on a besoin d'argent, puis on a besoin d'argent, pourquoi? Parce qu'on... Et donc, qui a plus besoin d'argent, qui est plus pauvre aussi? Donc, c'est aussi une discrimination sociale. Il y a plein... Tout ça est interrelié. Fait que pour moi, on a la chance quand même dans notre métier de partir des projets
puis de pouvoir quand même les construire. Après ça, il y a des structures, il y a des choses, il y a comme des cadres dans lesquels il faut jouer, mais on a quand même une assez grande liberté, souvent, quand même, par rapport à d'autres métiers qui sont très, très formatés, tu sais. Fait que je pense qu'on peut, en tout cas, pousser pour réinventer ces modèles-là. Moi, ce qui m'a animé, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, pendant la pandémie, ça a été vraiment un moment de grande redéfinition au niveau de ma carrière, comme beaucoup de gens là, dans le milieu. Là, c'est pas comme « ouh ». De quoi tu parles? Mais une des choses que j'ai observées rapidement quand on a repris, c'est à quel point, en fait, j'ai l'impression que les gens ont repris, non pas à 100%, mais à 310%. C'est-à-dire que ça a repris comme... Et toutes les belles promesses qu'on s'était dit qu'on allait créer avec plus de lenteur, qu'on allait ralentir, qu'on allait faire les choses autrement, ça a foutu le camp. Puis moi, le premier, je l'ai vu dans mon... Je pense que ça venait d'un désir fort de créer. Et moi, je me suis dit, donc, quand est venue cette opportunité-là, en fait, c'est un texte que j'ai écrit pendant la pandémie, c'est un solo. Puis moi, j'avais fait quelques formes performatives là, dans plein de contextes différents, de festivals ou de colloques universitaires ou de lectures de cabaret queer, bref. Puis je traînais un peu cette forme-là, puis je le modifiais un peu à chaque fois. Donc, Nicolas Gendron, qui travaille au TDP, m'a contacté, m'a dit hey, « ça nous intéresserait, est-ce que tu voudrais le faire à Fred Barry? » Puis rapidement, j'ai fait « ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse, mais je voudrais qu'on réfléchisse à comment on va le faire. » Puis j'ai aucun intérêt. Moi, en plus, je suis pas comédien, je suis pas metteur en scène. Mais cette performance-là, évidemment, comme c'était mon texte puis qu'on était en pandémie, ben c'est comme moi qui l'avais traîné avec moi. Mais c'est pas mon métier, puis j'ai pas d'ego de metteur en scène du tout. Ce qui a aidé, je pense, à développer ce qu'on est en train de faire. J'ai pas d'ego d'acteur non plus. Fait que je me suis dit, ben en fait, moi, j'aimerais ça rassembler des gens autour de ce projet-là, puis que la parole circule. Fait qu'on est arrivé avec ce concept-là de dire on va jouer 12 soirs, puis chaque soir, ça va être quelqu'un de différent qui va porter le texte. Fait qu'on va créer une performance avec une cellule artistique. Donc, j'ai réuni 2 dramaturges, un assistant metteur en scène, puis moi, puis on a créé un canevas de performance pendant les derniers mois. Puis là, on est en train de faire des répétitions avec chaque interprète pour leur amener notre canevas, mais surtout l'adapter à eux. Et donc là, en fait, tout le processus a été réfléchi dans une optique de non-discrimination aussi, puis d'aller vers des personnes qu'on ne verrait pas. Fait qu'en fait, le premier geste qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bien évidemment, moi, tu sais, bon, le texte, c'est un personnage non-binaire dans le texte, donc on a fait le choix de prendre tous des comédiens et comédiennes trans, non-binaires, de la diversité de genre ou de la diversité sexuelle. Ça, c'était comme le statement de base. Après ça, on s'est dit, il y a des gens avec qui on a peut-être envie de travailler, évidemment, puis il y a des noms qui nous viennent en tête parce que j'en connais puis qu'on en connaît, mais ça serait vraiment le fun, en fait, de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas aussi. Fait qu'on a fait un formulaire, Ex Libris, c'est la compagnie Ex Libris de Nicolas Gendron qui produit le spectacle. Fait qu'on a fait un formulaire, puis on l'a envoyé sur les réseaux sociaux, on l'a envoyé dans les écoles de théâtre, on l'a envoyé à différents endroits. Puis c'est un formulaire d'auto-identification où les comédiens et comédiennes qui s'identifient comme étant queer pouvaient juste répondre, puis, et les concepteurs aussi. Parce que l'équipe de conception aussi est toute queer, donc ça aussi c'est important, c'est pas juste les comédiens et comédiennes, c'est toute l'équipe de conception, tout le monde. Fait qu'on leur a demandé ben, c'est quoi votre métier, puis est-ce que vous souhaitez vous auto-identifier déjà, puis c'est quoi votre métier. Fait qu'on a envoyé ça, on a reçu plein de réponses. Puis nous, après ça, puis on a aussi après ça contacté des gens de certaines communautés en leur disant est-ce que vous voudriez nous donner des noms de personnes que vous connaissez, puis tout ça. Fait qu'on a eu plein de noms, puis on a fait des auditions. Puis tu sais, je veux dire, faire des auditions pour un show qui est une lecture-performance, puis je reviendrai sur pourquoi c'est une lecture. C'est une lecture-performance qu'ils vont jouer un soir. Fait que, ça avait l'air un peu weird de faire des auditions, mais on a fait des auditions très soft. Là. Mais on souhaitait voir des gens, puis leur permettre d'être vus, puis de nous rencontrer. Fait que, suite à ça, ben, plus de la moitié des personnes qui font le show sont venues des auditions. Puis, en fait, moi, personnellement, je n'avais travaillé avec personne, ni concepteur, ni acteur, actrice. C'est toutes des personnes avec qui je n'avais jamais travaillé. Fait que, la notion de famille, là, de création, c'était ça que j'en venais là parce que je pense que cette notion-là nous nuit fondamentalement à l'idée de discrimination. C'est-à-dire qu'on est l'habitude qu'on a, c'est de dire mais non, mais je vais travailler avec ces gens-là, je les connais, on travaille bien ensemble, mais souvent, ce réflexe-là, puis
Puis c'est pas pour mal faire, c'est juste comme ça. Les gens très proches de moi, c'est généralement des gens c'est souvent à la base, ça commence à bouger, mais des gens qui me ressemblent, des gens qui viennent du même background, c'est normal, où on a fait la même école, on a fait le même... Fait que souvent, ben forcément, ma famille, souvent, ça va être des gens qui me ressemblent, Fait que si on veut être dans l'antidiscrimination et donc poser des gestes, il faut poser des gestes comme ceux-là. Puis jusqu'à date, c'est un bonheur, là, parce que c'est des rencontres, genre, formidables, depuis le début, puis tout ça. Puis on a choisi, donc, justement, aussi dans ce cadre-là, je me suis dit, là, on prend des interprètes, on leur demande de faire une lecture, ils vont le faire juste un soir. Encore une fois, qu'est-ce qu'on est... Est-ce que c'est sain de demander à des acteurs, vous allez apprendre le texte, vous allez apprendre des chorégraphies du mouvement, puis vous allez faire toute une prod pour le jouer un soir, puis vous allez être payé, on sait combien ils sont payés. Fait que moi, j'ai dit, ben, c'est sûr que non, fait qu'on va faire une lecture-performance. Donc, on va le faire sous forme de lecture. Il va y avoir entre 15 à 20 heures de répétition. Puis notre job comme concepteur, c'est de créer un canevas de performance qui va être capable, qui va être simple, puis qu'on va être capable de transmettre en 15 à 20 heures. Et j'espère, on va voir. Mais mon pari, c'est que ça va faire un fucking bon show quand même. Fait que ça, c'est mon pari. Mais tu sais, après ça, on le fait, on l'essaye, on le voit, on va le voir en septembre. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'était tout relié. Se dire, puis moi, je voulais garantir, ou en tout cas, essayer de faire le plus possible pour que les interprètes passent un bon moment, puis que ça soit plaisant, puis que le soir où ils vont le jouer, comme ils vont le jouer juste une fois, j'aimerais ça qu'ils ne soient pas en train de capoter leur vie parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Fait qu'on essaie de faire quelque chose de simple, mais qui va être tout aussi efficace, puis tout aussi bon, puis de réfléchir justement dans l'idée post-pandémique aussi à cette façon-là, cette relation-là qu'on a au travail puis à la création. Fait qu'on essaie de créer, c'est ça, une espèce de procédé un peu différent. Ça va se refléter aussi dans comment on va accueillir les spectateurs, comment on va... il va y avoir des conversations avec le public après chaque représentation. Il y a comme tout un care aussi qu'on essaie d'installer dans la production. Puis c'est ça, puis tous les concepteurs aussi sont de la communauté. Fait que c'est la même chose pour les conceptions. On travaille justement de façon très horizontale aussi. Puis moi, même si c'est moi qui a... Parce que là, c'était pour des questions de... J'ai voulu dire, hey, j'aimerais ça que ça soit pas moi metteur en scène, puis qu'on trouve d'autres titres. Mais là, bon... On avait le temps qu'on avait, il y a les contrats, il y a tout ça. Bon, fait que là, fait que finalement, on a fait une cellule artistique. Puis mais tu sais, moi, j'arrivais en salle de répétition ou avec les dramaturges, puis oui, bien sûr, s'il y a des choses à trancher, comme tu dis, oui, mais il n'y en a pas eu, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous arrivé avec des idées, puis les idées arrivaient, puis ils circulaient, puis on créait un objet de performance qui va être autant celui du conseiller au mouvement, du scénographe, de la dramaturge, de moi. Bon. Fait que moi aussi, ça me parle beaucoup, cette façon de créer là horizontale, parce que je pense justement qu'elle donne du pouvoir à tout le monde. Et donc, si tout le monde a un certain pouvoir, ben, il y a moins de possibilités de discrimination. Ouais. Oui, puis c'est le fun ce que tu dis, parce que c'est joyeux aussi, ça. Et souvent, la création, elle arrive comme tu dis, souvent, il n'y a pas tant de défis de création, parce que toutes les idées sont là. Puis il y a comme un fil qui se trace. C'est pas de la magie, c'est que tout le monde est là, tout le monde est de bonne foi, tout le monde est talentueux, puis les choses arrivent, puis à un moment donné, on trouve les filons, puis après ça, on travaille tout autour de ces filons-là, puis... Puis aussi, dernière chose, on a décidé aussi parce qu'au départ, évidemment, le producteur disait, bon, ben quand est-ce que vous annoncez, qui va être quel soir, puis tout ça, puis on a décidé de ne pas l'annoncer. J'aime ça. De ne pas l'annoncer pour justement faire en sorte qu'on ne voulait pas que ça devienne un concours de popularité. Parce que, tu sais, mettons, il y a Éléonore Loisel, mettons. Fait que là, tu sais, le premier show qui est complet, c'est celui d'Éléonore Loisel. Puis là, tu fais, bon, évidemment, mais, tu sais, un Alex Dauphin que personne ne connaît, mais qui est extraordinaire, ben, tu sais, on voulait pas que ça... Fait qu'on s'est dit, ben non, le public doit accepter qu'ils vont découvrir quelqu'un aussi, puis qu'ils ne savent pas c'est qui, puis ils vont peut-être... Ça va peut-être être une personne autochtone, ça va peut être une personne qui a un accent acadien, ça va peut être une personne qui a un accent anglophone, ça va peut-être être... Ils ne savent pas. Puis ça va être ça. Fait qu'il y avait cette idée aussi de convier le public à une découverte, à une curiosité. Puis fait que c'est ça. Fait qu'on a choisi ça. Puis je pense que l'inverse, en plus, ce que ça crée au contraire, c'est un engouement pour le show. En fait, c'est les gens, au contraire de penser, ah mais non, c'est pas commercialement, ça marche pas. Non, non, au contraire, ce qu'on sent, c'est que les gens, ça les intrigue, puis ils ont envie de venir voir. Fait que, Merde. Oui! J'y serai septembre, Fred Barry. Yes. Elle y sera, moi aussi. Je rebondis sur le fait que tu viens de parler des accents.
Luciana, j'ai constaté, en tout cas dans les dernières années, je ne sais pas si ça a toujours fonctionné comme ça, depuis que j'ai comme davantage connaissance de ce qui se passe au Centaure dans les dernières années. Tu sais, j'ai plein d'amis dans mon milieu francophone qui ont auditionné chez vous, dans des espèces d'open call, qui ont pourtant, tu sais, qui savent s'exprimer en anglais, mais qui ont quand même un fort accent franco, puis pourtant qui auditionnaient pour des premiers rôles dans certaines de vos pièces, qui les décrochaient par moment. Puis je me disais, mais bien sûr, on n'a pas toujours besoin... Les gens ont toutes sortes de backgrounds, ont toutes sortes d'histoires dans leur vie, proviennent de toutes sortes de places. Puis le contenu, disons, le cadre fixe d'une pièce de théâtre peut très bien rassembler des gens d'un peu partout. Puis on dirait que je l'exprime mal, mais tout comme tantôt, tu nommais qu'on n'a pas tout le temps besoin d'expliquer... OK, attends. Je vais refaire une phrase, OK? Je vais refaire une phrase. On va couper ça au montage. On coupe ça. Mais disons qu'on n'a pas... L'arc narratif d'une pièce n'a pas toujours besoin de venir comme justifier la présence d'une personne qui a un accent différent ou une origine différente à la scène. C'est juste, voici ce qui se passe, voici une situation qui met en scène telle personne, puis leur backstory, à la limite, ça appartient à une autre histoire, là, ça appartient à une autre pièce, puis c'est juste, on se pose pas de questions, puis c'est ça qu'on a sur la scène, puis voilà. Mais pourtant, ça se fait peu. Tu sais, on voit ça chez vous, mais au niveau de, ne serait-ce que des 2 solitudes québécoises dont on parle, ça se fait peu, même dans le théâtre francophone. On dirait qu'on verra jamais une personne qui a un accent français sur une scène sans comme vouloir l'expliquer. Tu sais, fait que dans le fond, qu'est-ce qui vous a inspiré ce genre d'écoute de la population, ce désir de représentativité, de, tu sais, aussi, qu'est-ce que Montréal, qu'est-ce que compose Montréal? Oui, question large, là, mais tu sais, je me dis, d'où vous est venu ce désir de dire, nous c'est pas grave si on entend que l'anglais, par exemple, n'est pas la première langue de cet interprète? Bien, en fait, je dirais, depuis que notre directrice artistique générale, Ira Holmes, est arrivée, donc ça va faire un peu plus de 5 ans, vraiment, je pense qu'avant elle, c'était peu, sinon pas du fait du tout. Mais elle, vraiment, sa mission pour le théâtre, c'est de faire de Centaure un théâtre qui est foncièrement montréalais pour tous les Montréalais, même si nous faisons des productions en langue anglaise. Mais on veut qu'il soit ouvert à tout le monde et à toute la diversité culturelle, aux 2 solitudes. On veut, en fait, on est de plus en plus en train de créer des ponts entre les 2 solitudes. Et dernièrement, j'ai entendu un super artiste autochtone qui dit, ben non, il y a 3 solitudes. Oui, en effet, il y a une 3e solitude dont on peut parler, c'est la solitude autochtone. Et donc, oui, c'est par souci de créer des ponts, par souci de, comme tu l'as dit, de représentation. Montréal est plein d'accents. Les gens partout ont des accents, anglophones, francophones, espagnols, italiens, de toutes sortes. Et alors, le théâtre se doit, comme nos écrans, comme nos petits écrans et nos grands écrans, le théâtre se doit de représenter tous ses citoyens. Et puis, et c'est comme ça qu'on crée aussi un sentiment d'appartenance à une société. C'est dans les arts de montrer les personnes qui vivent dans la société, de les montrer dans nos arts, comme j'ai dit, que ce soit sur scène ou à la télé. Et donc, pour nous, c'est sûr que les comédiens dont tu parles, Gabrielle Lemire, par exemple, qui a joué Jésus il y a quelques années, juste avant la pandémie, c'était génial, rien de moins. Inès de Fossé, cette année, qui était dans Sexual Misconduct for the Middle Classes, qui avait un léger accent français aussi. Oui, c'est évidemment, il faut que leur accent ne doesn't hinder, pardon. Ne brime pas la compréhension de leur texte. Parce que c'est sûr qu'on trouve, il y a des niveaux d'accent. Si c'est un accent énorme qu'ils ne peuvent presque pas parler en anglais, peut-être que ce serait plus difficile. Mais s'il y a un accent moyen, un accent comme le tien, qui est magnifique d'ailleurs. Merci. C'est pas important pour nous. Au contraire, c'est de la richesse. Et c'est toute une culture, c'est tout un univers. Même s'il ne fait pas partie de l'histoire, on le sent sur scène, il est là, ou il est dans la salle de création, il est dans la salle de répétition. C'est de l'expérience en plus qu'on reçoit.
Et puis, c'est ça, c'est Montréal. Donc, on représente Montréal. Et puis, nous, au Centaure, c'est ça, on veut vraiment créer des ponts. Et Ida, j'adore, et c'est pour ça que j'ai embarqué, je suis allée travailler avec elle au Centaure quand elle m'a invitée, parce que ça fait des années, moi, je suis d'origine italienne, j'ai grandi en français, j'étais allée à l'école en anglais, j'ai toujours été très confortablement entre les deux sièges, les deux solitudes, ne comprenant pas pourquoi il y avait deux solitudes, je parle 3 langues. Je me dis, hey, il faudrait qu'on travaille tous ensemble, Et finalement, bon, Ida n'est pas la seule, mais elle le fait activement. Elle fait des collaborations, on fait des coproductions avec des théâtres francophones. On a fait Cyclorama cette année avec le Théâtre du Centre d'aujourd'hui, qui était une production complètement bilingue sur l'histoire du théâtre francophone et anglophone à Montréal, qui était parfaite justement pour réunir les deux compagnies. Et c'est Laurence Dauphinet qui l'a créée, qui l'a écrite. Et puis, le premier acte se déroulait au Centaure. Ensuite, on invitait le public à aller dans des autobus. Ils montaient la Main, puis ils se retournaient sur la rue Saint-Denis pour finir le deuxième acte au Centre d'aujourd'hui. Et le décor au Centaure, c'était un décor typiquement anglophone, qui veut dire très réaliste, un peu trop plate. La maison victorienne. Oui, quasiment. Et puis, arrivé au théâtre d'aujourd'hui, c'était complètement abstrait, c'était magique. C'était vraiment, ça représentait bien les deux façons de travailler. Et puis, c'était un grand succès. Puis l'idée, c'était aussi de mélanger les publics, surtout, pour que le public francophone nous connaissent et vice-versa pour que notre public découvre le centre du théâtre aujourd'hui. Donc, on a semé des graines avec ça en espérant que que les publics reviennent, qu'ils soient attirés par nos productions, tout ça. On a fait King Dave, on a fait la version anglophone de King Dave, qui était à Duceppe, qui était la production du CEP avec Patrick Abellard, qui l'a traduite en anglais, qui lui aussi est parfaitement bilingue, qui l'a traduite en anglais, puis est venu la jouer chez nous. L'année prochaine, on fait une pièce autochtone qui a été déjà jouée et tournée au Québec par la compagnie Menwen Takwan de Charles Bender. On fait la version anglophone avec la même... il y a 3 des comédiens qui reviennent. Il va y en avoir quelques-uns qui ont des accents francophones. Parfait. Ils reviennent. Il y a 3 nouveaux comédiens qui vont se rattacher au projet. Donc, on fait ça. Ida a fait une coproduction. On a fait une coproduction avec le TNM l'année passée. Elle a mis en scène Embrasse. Donc, l'idée, c'était de faire Embrasse en français au TNM, ensuite de faire Kisses Deep, la version anglophone en anglais chez nous. Pandémie, fermeture de théâtre, annulation. On espère pouvoir la faire dans 2 ans, en 24-25, avec la moitié des comédiens qui étaient là, qui étaient francophones, qui sont bilingues, vont revenir. Il y en avait d'autres, malheureusement, qui n'ont pas pu suivre, mais qui vont être remplacés par des comédiens anglophones. Donc voilà, c'est des projets, c'est des idées. On s'en va. Excusez-moi, je ne vais pas vendre ma salade, mais c'est juste pour montrer que vraiment le souci de vouloir enfin créer des ponts ou abattre des murs, les deux. Une pièce qu'on a fait l'année passée sur l'environnement, les changements climatiques, qui s'appelait... voyons, ça m'échappe. Ça s'appelle A Play for the Living in Time of Extinction. Une pièce pour les vivants en temps d'extinction. C'est pas si morose que ça, vous allez voir, c'est extrêmement positif et rassembleur. La Licorne a adoré. Il nous a demandé d'aller la jouer en français chez eux l'année prochaine. Fait qu'on ouvre la saison de la Licorne avec Fabiola Nirva Aladin, qui est magistrale, qui va prendre ce One Woman Show. Et donc, c'est ça, je veux dire, on est rendu là. On est rendu à collaborer. On a plein de super artistes des deux côtés qui sont bilingues, qui peuvent se faire comprendre dans les 2 langues. Et même les concepteurs, de plus en plus, il y a beaucoup de concepteurs qui travaillent en anglais aussi, des francophones qui travaillent en anglais. Et nous, j'ai très hâte de rencontrer toute une nouvelle panoplie de concepteurs. En anglais, on est quand même une petite communauté aussi. On n'est pas beaucoup comme en français. Donc, c'est super le fun de rencontrer du nouveau monde parce que sinon, on finit toujours par travailler avec les mêmes personnes. Fait qu'on agrandit la famille. Ouais. On agrandit la famille. Donc, c'est... oui, voilà. J'ai envie de poser... Je ne sais pas, on en est où au niveau du temps? OK, fait qu'une dernière question, puis ensuite, on va ouvrir si jamais vous avez des questions. Sachez d'ailleurs, je précise qu'on ferme les caméras pour la période de questions. Fait que si jamais
quelque chose pouvait... Non, mais tu sais, si quelque chose pouvait vous gêner que ce soit enregistré, ça ne le sera pas. Oui, dernière petite question pour Nat et pour tous, mais j'adore que dans tes biographies partout, t'écris toujours que tu aurais aimé être pirate, mais que t'es pas né à la bonne époque. Et donc, à la place d'être pirate, t'es devenu artiste multidisciplinaire. Donc, je me dis, bien, clairement, dans ta tête, il y a une corrélation entre les deux. Puis je me dis, est-ce l'anarchie? Penses-tu qu'on... Quel est ce lien que tu fais entre les deux? T'es la première personne qui me pose la question. Hein? Merci, merci. Enfin, je vais prendre ça. Mais non, ben, la liberté, ça peut être l'anarchie, mais la liberté, puis moi, quand j'étais fascinée longtemps par les pirates, mais pas juste les pirates de Disney, genre comme les vrais pirates, je le sais bien, qui volaient, puis tuaient, puis violaient, genre comme, je sais bien, là, c'était sanglant. Mais il y a cette idée-là, la liberté absolue aussi, c'est comme, il faisait exactement ce qu'il voulait, puis sur leur bateau, il était maître, puis il était en marge de la société. Donc, il y a cette chose-là aussi d'être aux interstices qui est très propre de comment je me vois aussi dans cette société. Pour moi, les pirates aussi, et ça, c'était quelqu'un aux interstices parce que, oui, il faisait ce qu'il voulait, mais parfois, il y avait des courses, parfois, il y avait, genre, comme il jonglait avec les lois, parfois, il faisait des accords avec certains, parfois. Fait qu'il y avait... il y a ça. Donc, en tout cas, j'étais longtemps fascinée par la piraterie. Puis quand j'ai décidé de faire quand il a fallu que je fasse ma notice bio, j'étais comme, mais c'est donc bien plate de juste écrire tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait? Puis ça dit rien de qui je suis. Puis, tu sais, ça dit juste les choses que mais je peux faire plein d'affaires, mais comme j'avais comme envie de, je sais pas, de juste à faire comme un clin d'œil d'autres choses. Puis je me suis dit, piraterie, je pense que c'est une bonne chose. C'est qu'est-ce que... Puis les liens avec l'art, c'est vraiment ça. C'est dans mes rêves les plus fous, puis que quand j'ai sorti de l'école, puis plus j'en fais, plus je me rends compte qu'il y a plus de contraintes que je ne voudrais. Mais bon, c'est notre histoire. Mais dans mes rêves les plus fous, l'artiste, c'est comme le dernier être libre. Genre comme... on a cette liberté-là. Comme tu dis, on peut créer des espaces... Hey, rêvons-y, créons des affaires qu'on ne fait pas jamais comme ça. On ne travaille pas comme ça. On travaille pas comme une entreprise. Ben non, l'entreprise, c'est plate. On fait autre chose. Genre comme, on invente. C'est quoi dans mon bateau? Comment est-ce que j'invente? Comment est-ce que je dirige mon bateau? Les pirates, c'était full démocratique. Ils votaient, c'était qui le capitaine? Genre comme, il y a des affaires, genre... Fait que c'est un peu comme si les liens, pour moi, il n'est pas tant dans l'anarchie, mais c'est vrai que ça peut amener de l'anarchie, mais plus la liberté, cette idée-là d'être comme en marge de la société, puis jouer avec en même temps, puis amener... Souvent, je me dis, c'est comme si mon seul devoir, c'est d'amener ces points de vue-là libres. Qu'est-ce que de ce point de vue-là libre, je peux dire de la société dans laquelle je suis, ouais. Genre... Très belle dernière parole, quand même. On va permettre à la caméra de... On dit bye à la caméra! Bye!